Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 13 avril 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich se retrouvent ce soir au Parc des Princes pour un choc des quarts de finale retour de Ligue des Champions. Les Parisiens sont évidemment en ballottage favorable avec cette victoire 3-2 à l'aller mercredi dernier, puisque 95% des équipes qui ont remporté le match aller sur un tel score se sont qualifiées à l'issue des matchs retour. Mais voilà, prudence, on l'a vu il y a quelques semaines encore contre Barcelone en 8e, on sait que les matchs retour sont compliqués à négocier pour Paris, et surtout l'histoire récente nous a appris à être très prudents et à ne jamais s'enflammer avant la dernière seconde du match retour. En battant le champion en titre sur ses terres la semaine dernière, les Parisiens ont réveillé la bête. Ce soir, Joshua Kimmich et ses coéquipiers vont tout faire pour renverser Paris et décrocher leur billet pour les demi-finales. Ce soir, c'est donc aussi l'occasion pour les Parisiens de répondre à la question que l'Europe se pose. Paris peut-il vraiment le faire ? En 2 matchs, Paris peut-il vraiment éliminer le grand Bayern Munich ? Jamais dans l'histoire récente du club parisien, un défi n'aura été aussi important que celui-ci. Ce soir, c'est peut-être l'occasion pour Paris de prendre encore une autre dimension aux yeux de ses voisins européens. Concernant les dynamiques des deux équipes, après une performance étincelante à l'Allianz Arena, les Parisiens ont remis le couvert dès samedi en championnat en s'imposant 4-1 à Strasbourg. La meilleure façon de se mettre en confiance est de préparer ce deuxième acte. De son côté, le Bayern a été tenu en échec en faisant un partout face à l'Union Berlin. Pour ce match, ce soir, Mauricio Pochettino va récupérer Leandro Paredes, suspendu à l'aller, mais il va aussi récupérer Marco Verratti et Alessandro Florenzi, sortis eux de leur période d'isolement après avoir contracté le Covid. En revanche, l'entraîneur argentin du Paris Saint-Germain devra composer sans Layvin Kurzawa, sans Mauro Icardi ni Juan Bernat, absent de longue date. Et puis, je vous en parlais hier, touché à la cuisse droite au match aller, forfait pour le déplacement à Lameno samedi après-midi et absent de l'entraînement hier matin. Tous les signaux allaient vers un forfait de Marquinhos, forfait qui a été confirmé hier soir. Dans un communiqué, le Paris Saint-Germain a indiqué que son capitaine brésilien devrait reprendre l'entraînement dans une dizaine de jours en fonction de l'évolution de sa blessure. En son absence, ce soir, c'est le Titi Presnel Kimpembe qui sera capitaine au Parc des Princes. Kimpembe qui était présent hier aux côtés de son coach en conférence de presse. Écoutez-le. On est tous très bien. Voilà, comme vous l'avez dit, on est calme. On prépare le match bien et sereinement. On connaît l'importance de ce genre de match. Donc voilà, un petit peu d'excitation, comme vous l'avez dit, mais il faut rester aussi calme et sérieux pour pouvoir bien commencer ce match. Je suis un compétiteur, j'aime les responsabilités. Et le fait de pouvoir porter le brassard, c'est beaucoup de confiance de la part du club comme du coach. Et voilà, je le porte avec beaucoup de fierté et un grand plaisir. Et j'essaye de donner mon énergie positive à toute l'équipe. Ce soir, Mauricio Pochettino devrait aligner un 4-2-3-1. Dans les cages, c'est évidemment le mur, Keylor Navas qui tiendra la baraque, épaulé par une ligne défensive composée de Colin Dagba, de Danilo, de Kimpembe donc en charnière et d'Abdou Diallo couloir gauche. Devant la défense, on retrouvera le duo Leandro Paredes-Idrissa Gueye. Devant eux, Neymar dans l'axe, au soutien de Kylian Mbappé aligné en pointe, Ángel Di María à sa droite, Julian Draxler à sa gauche. Toujours orphelin de Robert Lewandowski, meilleur buteur en Europe, les Bavarois ont quand même récupéré Léon Goretzka, touché à la cuisse et sorti en première période la semaine dernière au match aller. Le milieu allemand pourrait démarrer sur le banc ce soir. PSG Bayern, coup d'envoi ce soir 21h. Allez, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Mouktar Diakabi. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui fait une retenue. Souvenez-vous, il y a 10 jours, l'ancien Lyonnais qui évolue aujourd'hui à Valence en Liga s'était plaint de propos à caractère raciste sur le terrain de la part d'un joueur de Cadiz, Juan Cala. Le Français et ses coéquipiers avaient immédiatement quitté le terrain, mais les joueurs de Valence ont finalement repris la rencontre sur demande de Diakabi, puisque sinon Valence aurait perdu la rencontre sur tapis vert. Des règles toujours aussi adaptées à ce genre de situation. Alors depuis, cet épisode a fait beaucoup de bruit en Espagne. Cala a formellement démenti, mais Diakabi maintient sa version des faits. Il demande à ce que toutes les images
images et les bandes sonores du match soient incluses dans les enquêtes qui sont diligentées par la Ligue espagnole et par la Fédération. L'enquête de la Liga, pour l'instant, n'a retenu aucun élément à charge envers le joueur de Cadiz. Son président, même le président de la Liga, Javier Tebas, a même pris la défense de Cala, assurant que Diakaby avait sûrement mal entendu. Ouais. Invité au micro d'RMC Sport hier soir, Mokhtar Diakaby lui assure qu'il ira au bout de sa démarche. Écoutez-le. Sur Juan Cala, je ne le connais pas personnellement. Je ne peux pas me permettre de dire qu'il est raciste. Exactement. Mais en tout cas, ce jour-là, il a tenu des propos racistes. Et pour ça, je veux qu'il soit sanctionné. Comme bien moi, sûr. Si par exemple je commets des erreurs avec ma bouche, je me permets d'insulter une race ou quoi, je pense que on irait chercher toutes les preuves pour m'incriminer. Du coup, c'est ça que je reproche un peu à la Fédé et à tout ce qui se passe ici. Allez, on est mardi et comme tous les mardis dans Flash Foot, c'est l'heure de votre rubrique écho. Aujourd'hui, on s'intéresse aux fortunes de nos présidents de club en Ligue 1. Cette semaine, le magazine Forbes nous apprend que la famille Pinault, François-Henri et le patriarche François, les propriétaires du Stade Rennais, sont 4e du classement des propriétaires les plus riches de franchises sportives dans le monde. Avec un patrimoine estimé à 36 milliards d'euros aujourd'hui, les Pinault pourraient même racheter le Paris Saint-Germain s'ils le voulaient. Alors si l'industrie du luxe a traversé une année 2020 difficile à cause de la pandémie, évidemment, la famille Pinault, fondatrice du groupe de luxe Kering, s'en sort plutôt bien. Pour rappel, le groupe Kering, qui a fait donc la fortune des Pinault, c'est un groupe de luxe qui regroupe plusieurs grands noms de la mode, de la maroquinerie, même de la joaillerie comme Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron ou même Balenciaga. Le chic à la française, quoi. Il est l'heure de se réveiller. Mais retour à notre classement Forbes. En tête de ce classement des propriétaires les plus riches du sport, on retrouve l'homme d'affaires indien Mukesh Ambani, qui a l'équipe de cricket des Mumbai Indians. Sur le podium, on retrouve aussi l'homme d'affaires américain Daniel Gilbert à la tête des Cavs en NBA. Mais à l'échelle de tous les puissants du foot, ce sont bien François Pinault et les siens qui sont en tête, plus haut que la famille Al Thani, propriétaire du Paris Saint-Germain, plus haut que la famille du Cheikh Mansour aux Émirats, les propriétaires de Manchester City. Mais depuis 20 ans qu'elle a racheté le Stade Rennais, la famille Pinault a choisi une politique d'investissement plutôt prudente. Elle a choisi une stratégie de développement long-termiste. Pas de craquage au mercato, pas d'achat ou de contrat délirant pour les joueurs rennais. Stratégie parfois jugée même trop prudente. Supporter et mécène du club breton depuis 1998, la famille Pinault n'investit pas assez, selon certains supporters rennais. Le plus gros recrutement du club à ce jour reste celui de Jérémy Doku, contre 26 millions d'euros à Anderlecht l'été dernier. Record historique pour le club, mais un montant évidemment bien éloigné des sommes qu'il faut aujourd'hui sortir sur le marché des transferts pour acheter le gratin et concurrencer évidemment les gros d'Europe. Mais bon, les récents accomplissements du club breton en Coupe de France ou en participant cette saison par exemple à la première campagne de Ligue des Champions de leur histoire pourraient, pourquoi pas, pousser les propriétaires rennais à investir un peu plus dans les années qui arrivent. Aujourd'hui, en Ligue 1, le Stade Rennais est la 5e équipe du championnat qui paie le mieux ses joueurs avec 130 000 € bruts à peu près en moyenne. Le nouvel entraîneur rennais, Bruno Genesio, perçoit lui 150 000 € bruts par mois. C'est 40 000 € de plus que ce que touchait Julien Stéphan avant qu'il ne quitte le club début mars. La saison dernière, l'arrêt prématuré du championnat a coûté près de 20 millions d'euros au club breton et cette saison, le gouffre provoqué par l'obligation du huis clos dans les stades et donc le manque à gagner de la billetterie et le naufrage, on s'en souvient en cours de saison, du diffuseur Mediapro pourrait dépasser les 40 millions d'euros de pertes pour le Stade Rennais selon une récente estimation du président du club Nicolas Olvec. Mais avec de tels investisseurs à sa tête, évidemment que le Stade Rennais n'est pas en danger, contrairement à beaucoup de ses confrères en Ligue 1. Alors derrière les Pinault, au classement des plus riches propriétaires de franchises sportives dans le monde, on retrouve le boss de Chelsea, le londonien Roman Abramovich et ses 12 milliards et demi d'euros. Et puis surtout l'un de ses compatriotes, un autre patron de club de notre cher Ligue 1, Dimitri Rybolovlev. Le propriétaire de l'AS Monaco avec une fortune estimée à 6 milliards d'euros et une augmentation de 2% de son capital l'an dernier malgré la crise, reste l'un des hommes les plus riches de Russie et du coup l'un des hommes les plus riches du monde du foot. Toujours selon Forbes, Rybolovlev est le 18e propriétaire de club les plus riches du monde. Alors indépendamment de la richesse de leurs propriétaires respectifs, Forbes a également établi cette semaine le classement des clubs de foot les plus riches stricto sensu, c'est-à-dire les clubs à la plus forte valeur marchande aujourd'hui dans le monde. Pour établir ce classement, Forbes a pris en compte la valeur des actifs des clubs, donc la valeur de ses joueurs, de la durée et de la valeur de leurs contrats, mais aussi le patrimoine des clubs. Il s'agit de savoir s'ils sont propriétaires ou pas de leur stade, mais aussi évidemment l'image de marque des clubs dans le monde, leur palmarès, leur historique
et tout simplement aussi leur trésorerie, c'est-à-dire les revenus générés grâce à la billetterie, aux ventes de maillots et aux performances sur la scène européenne, donc évidemment leur part de droits télé. Dans un classement dont les 3 premiers sont aujourd'hui sans surprise, le FC Barcelone, le Real Madrid et le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain a cette année fait pour la première fois de son histoire son entrée dans le top 10 de ce classement. Paris est donc 9e aujourd'hui du classement des clubs les plus riches au monde. C'est une soirée magnifique. Vous l'aurez compris, ce soir c'est un match qui va se jouer évidemment sur le terrain sportif, mais c'est aussi entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, un match économique qui se joue ce soir. Merci à tous d'avoir été avec nous, bon match. C'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain pour débriefer tout ça ensemble.